Et voilà. Donc, on commence officiellement. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Si jamais vous voyez ma bouche qui bouge, mais vous ne m'entendez pas, ce webinaire sera enregistré et partagé sur notre site web ainsi que YouTube à partir de demain. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Tout le monde devrait avoir les moyens de bien entendre éventuellement. Donc, je répète, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de partager plus d'informations sur les subventions Rebâtir des vies de la Fondation canadienne des femmes et de vous aider à préparer votre lettre d'intention, donc la première étape du processus de demande. Qui suis-je? Jacqueline Hall. Mon nom, c'est Jacqueline Hall. Je suis directrice d'initiative communautaire à la Fondation. Je suis responsable, je suis responsable pour ces subventions, ce volet de subventions ainsi que les subventions annuelles, autrement appelées les subventions d'appui communautaire. Quelques questions d'ordre technique, si on veut. Ce webinaire sera livré uniquement en français. Il y a un webinaire cet après-midi en anglais. So if there's anyone who's joined this morning who's more comfortable in English, the English session will be at 2 o'clock Eastern time this afternoon. Today's session this session exclusively in French. Il n'y a pas d'interprétation. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite. Si je le fais, veuillez me le signaler en levant la main ou en tapant dans la boîte à questions. Je répondrai à toutes questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez les saisir à tout moment dans la zone des questions. Donc, moi, malheureusement, je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Je ne suis pas habile à parler et à lire en même temps, donc je garde les questions pour la fin. Donc, c'est quoi ce financement? Les subventions de Rebâtir des vies est un financement de 4 ans. Ça vise à soutenir les survivantes à la violence et à lutter contre la violence fondée sur le genre par le biais de changements systémiques. J'en parlerai davantage et donnerai quelques exemples dans une minute. Cet appel s'inscrit dans le cadre plus large du travail de la Fondation sur la violence fondée sur le genre qui comprend plusieurs volets de financement. Donc, les subventions Rebâtir des vies, c'est un de nos financements pluriannuels, donc un financement de 4 ans qui soutient des interventions auprès des survivantes ou qui mènent des projets visant un changement systémique. Nous avons également 2 autres volets de subventions, donc subvention pour la promotion des relations saines chez les jeunes. Ce financement-là est également de 4 ans, mais qui vise plutôt des programmes visant la prévention à la violence, donc des programmes éducatifs et autres sur le consentement, les relations saines, amoureuses ou autres, etc. Donc, le prochain appel débutera ou devrait débuter plutôt en 2024. Également, il y a des subventions annuelles dont j'ai mentionné un peu plus tôt dans mon biographie, si on veut, qui est un financement annuel disponible qui finance tous les domaines prioritaires de la Fondation, dont un de ces volets-là, c'est la violence fondée sur le genre. Le prochain appel pour les demandes débutera en fin novembre 2023 pour un financement qui commence au printemps prochain. Pour celles qui ont déjà sollicité un financement auprès de la Fondation, veuillez noter que nous n'avons plus de ligne budgétaire supplémentaire pour les mesures d'accessibilité. Donc, le montant disponible, c'est purement 45 000 par année pour 4 ans. Cette ligne peut représenter, par exemple, n'importe quel pourcentage du budget global nécessaire, c'est-à-dire que vous pouvez demander un financement exclusif ou principal pour couvrir les coûts d'accessibilité vers vos services, vos programmes ou autres. Donc, je vais parler un peu plus des types d'interventions que nous visons financer lors de la prise de décision pour ce financement-là. Donc, les subventions Rebâtir des vies.
Pour les programmes Rebâtir des vies, c'est des programmes tels que mentionnés, jusqu'à 45 000 par année pour des programmes qui appuient les femmes, les personnes bispirituelles, trans ou non-binaires qui ont vécu de la violence fondée sur leur genre et ou leurs enfants. Quelques exemples. Et je dis des exemples parce que ça se peut que vous avez d'autres, vous engagez à d'autres interventions qui viennent en aide aux survivantes qui seront également soutenues. Mais ceci, c'est juste quelques exemples. Donc, service d'hébergement ou un soutien global ou service d'accompagnement, par exemple. Des services de consultation ou de counseling. Ou gestion de cas, services communautaires, groupes d'aide, des pairs, etc. Des conseils légaux, soutien juridique ou programmes d'aide à la navigation pour les survivantes. Donc, ça peut être des conseils ou soutien juridique pour traverser les cours en matière de famille, criminelle ou autre, tant que c'est auprès des survivantes à la violence fondée sur le genre. Service aux enfants exposés à la violence aux personnes qui s'élèvent ceci. Donc, pas pour les enfants qui ont vécu de la violence, malheureusement. C'est nécessaire, mais ce n'est pas le but de ce financement-là. C'est vraiment pour les enfants des survivantes. Projet utilisant d'autres approches pour aider les survivantes et leurs enfants à rebâtir une vie à l'abri de la violence. Ça, c'est vraiment une phrase clé. Le but, c'est de financer des interventions qui veut soutenir les survivantes à rebâtir leur vie après la violence. Donc, ce n'est pas en matière de prévention, ce n'est pas des projets qui visent un soutien purement financier, etc. C'est des questions d'intervention qui aident les survivantes à rebâtir et la guérison. L'autre volet sous ce financement-là, c'est les projets collaboratifs. Donc, ces projets sont également pour 45 000 par année pour 4 ans. Peu importe le nombre de partenaires. Donc, c'est une question que j'ai reçue dans les derniers jours. Est-ce que c'est 45 000 par partenaire? Non, c'est par projet. Donc, vous avez sûrement remarqué dans les lignes directrices que ça prend plus qu'une partenaire pour ces projets collaboratifs, surtout parce que c'est dans le nom, c'est des projets collaboratifs, donc c'est par projet, pas par partenaire. Contrairement au programme Rebâtir des vies, aucune prestation de service direct n'est requise. Cependant, un minimum de 2 organisations partenaires est requis. Il peut s'agir d'une organisation nationale et ses associations membres, par exemple, ou ça peut être des partenaires non reliés de d'autres façons qui n'ont pas nécessairement un partenariat à long terme, mais qui auront simplement un partenariat pour ce projet-là. Un ou l'autre, ça fonctionne. Mais ça doit aborder un changement systémique d'une manière ou d'une autre à un niveau soit régional ou national. Quelques exemples. Le partage intersectoriel de ressources, le développement des compétences et l'accès à des possibilités de formation et la mobilisation des connaissances à l'échelle régionale ou nationale. Le travail en matière de politique et de leadership pour contrer la violence fondée sur le genre comportant la participation active des survivantes. La défense des droits axée sur l'élimination des barrières systémiques que rencontrent les survivantes de la violence. La sensibilisation et l'action contre la VFG, ou violence fondée sur le genre, recourant à la participation des survivantes des identités diverses. Je vais juste mettre une emphase sur celui-ci, c'est la sensibilisation et l'action. Des campagnes purement de sensibilisation, donc des annonces télé, radio, en ligne, etc., qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas une interaction directe avec soit le secteur qui vient en aide aux survivantes ou autres, malheureusement, ne seront pas considérés. Ça prend un aspect ou un volet activité.
Et la création de coalitions, préparation aux situations d'urgence, etc. Donc, on a mis dans les exemples de financement la préparation aux situations d'urgence ou la coordination, mais ça n'a pas besoin d'être nécessairement pour les situations d'urgence, comme on a pensé dans les dernières années pour ce qui était de la pandémie. Ça peut être la création de coalitions pour mieux répondre aux enjeux actuels ou de voir comment les partenaires peuvent travailler mieux pour répondre aux besoins, etc. Donc, c'est quelques exemples. Bien qu'il y ait des questions dédiées à l'énoncé de votre mission et au partage de vos informations caricatives ou de celles de votre partenaire, veuillez nous dire comment vous répondez aux critères minimums énoncés dans votre lettre d'intention. Comme indiqué dans les lignes directrices, vous devez démontrer que vous avez déjà cette expérience et que votre organisation travaille sur des enjeux de la violence fondée sur le genre. Vous avez vu dans les critères que c'était nécessaire d'énoncer votre expérience. La question est déjà venue. Nous sommes une plus jeune organisation. On existe depuis seulement 2-3 ans. Comment est-ce qu'on démontre une expérience significative? On peut parler, par exemple, de l'expertise des membres du personnel, du conseil d'administration, des partenaires que vous allez travailler avec, etc. Donc, c'est vraiment, on n'a pas un nombre d'années minimum requises d'existence de votre organisme pour démontrer une expérience solide, mais plutôt de démontrer soit de façon organisationnelle ou des membres de l'équipe, etc. Comment est-ce que vous avez une expérience nécessaire et est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes capable de démontrer que vous avez de l'expérience nécessaire pour bien répondre aux besoins de votre clientèle ou pour livrer votre projet de changement systémique? Donc, quelques priorités. Donc, au-dessus des critères qui étaient énoncés, donc, organisme de bienfaisance ayant un numéro de bienfaisance avec l'Agence du revenu du Canada, un organisme ayant de l'expérience dans la question de la violence fondée sur le genre et que vous avez une expérience aussi à travailler avec les survivantes, surtout si vous allez proposer une intervention auprès des survivantes, on a des priorités. Donc, ce n'est pas requis. Si vous n'avez pas cette expérience, cette analyse, etc., on peut quand même prendre vos demandes en considération, mais on va prioriser quelques projets au-dessus des autres. En outre, outre les critères de base énoncés, donc j'ai mentionné, le comité consultatif des subventions examinera les lettres d'intention afin d'assurer qu'elles sont conformes aux priorités de la Fondation. Un engagement fort en faveur d'une approche féministe intersectionnelle menée par et pour les populations cibles déclarées. Donc, par exemple, si vous disiez que vous allez travailler auprès des femmes noires et ou racisées, on s'attend à voir que votre organisme a une représentation de femmes noires et ou racisées au sein de votre organisme, que ce soit personnel, leadership, conseil d'administration, le plus possible. Donc, cela inclut la prise en compte de l'implication des participantes et des communautés dans le développement et la mise en œuvre du projet, que ce soit une subvention pour la prestation de services ou une initiative axée sur un changement systémique. Donc, également, si vous prévoyez faire un projet collaboratif pour faire des recherches et par la suite mener une formation, par exemple, auprès d'un secteur ou plusieurs secteurs associés à votre travail, que les populations dont vous priorisez, qu'elles soient impliquées d'un niveau d'un autre au sein de votre projet, le développement, la livraison ou autre. Démontrer votre connaissance de la manière dont la violence affecte différemment les communautés marginalisées
et votre capacité à adapter votre service ou votre réponse en conséquence. Envisagez de nous dire quel type de soutien vous fournissez ou vous mettez à disposition pour permettre aux participants d'accéder à vos services, d'améliorer les résultats ou d'assurer une représentation exacte dans les conclusions ou les produits. Et expliquer comment ce service ou cette question de recherche, par exemple, et encore là, c'est des exemples parce que vous avez vu, on est ouvert à financer plusieurs types d'interventions. Donc, expliquer comment ce service ou cette question de recherche, par exemple, est accessible, capable d'atteindre les personnes les plus marginalisées et leur permet de contribuer à la conception du projet. Donc, à noter quelques limites. La Fondation ne finance pas la même initiative plus que 2 fois dans le cadre d'un financement pluriannuel. Comme c'est seulement la 2e fois que nous offrons les subventions Rebâtir des vies, tous les organismes ou les organisations sont invités à poser leur candidature que leur travail a été financé dans le cadre de cette subvention ou d'un autre auprès de la Fondation. Votre organisation ne peut pas être le principal demandeur pour 2 demandes différentes dans le cadre de cet appel. Par exemple, votre organisme détient un numéro de bienfaisance avec l'Agence du Revenu Canada. Vous pouvez déposer une demande pour votre propre organisation, mais vous ne pouvez pas en même temps soutenir la demande d'un autre projet. Vous pouvez pour la demande, mais on ne pourra pas financer les 2. Donc, si c'est le cas que vous soumettez 2 demandes de financement, il ne sera possible qu'on accepte une demande, qu'on finance une demande. Donc, faites attention, si vous prévoyez soutenir la demande d'un autre organisme qui ne détient pas leur propre numéro de bienfaisance, vous serez en compétition directe. Quelques exemples d'activités que la Fondation ne finance pas. Donc, les individus, les entreprises à but lucratif, les agences gouvernementales. Le but pour la Fondation, c'est de financer des organismes caritatifs. Les OSBL qui ne détiennent pas leur propre numéro de bienfaisance en partenariat avec un organisme qui le fait. Donc, on est limité à ça. Au niveau des activités, on ne finance pas les activités ou les événements de financement. Les conférences, festivals, séminaires ou colloques, tant que sont la seule activité proposée. Donc, si le projet que vous avez prévu déposer une demande, c'est pour organiser une conférence annuelle, la réponse, c'est non. On peut en partie dédier les fonds de cette subvention vers de telles activités. Donc, vous prévoyez faire quelques activités en personne, donc un colloque annuel, par exemple, avec vos partenaires, vos membres, etc. C'est éligible, mais ça peut faire qu'une partie de votre projet. Il faut que le projet vise plus large que juste un événement ou un événement annuel. On ne finance aucune activité en dehors du Canada, donc si vous prévoyez voyager à l'étranger pour faire des recherches, livrer des séances autres, malheureusement, ce n'est pas éligible. Les projets qui ne sont pas exclusivement ou principalement axés sur des femmes, filles, personnes trans, bispirituelles et non-binaires. Donc, ce n'est pas pour dire que la violence fondée sur le genre ne touche pas les hommes ou qu'il n'y a pas de solution ou piste de solution en travaillant avec les hommes, surtout les hommes qui sont les abuseurs souvent dans les situations. Malheureusement, c'est d'autres fondations qui vont financer ce travail-là. Nous priorisons le travail sur les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, trans, non-binaires et autres. Et vous voyez aussi quelques d'autres activités qui ne sont pas financées. Donc, si jamais vous avez des questions, ce n'est pas clair,
envoyez-moi une demande, on peut en parler, mais généralement, c'est pas il y a très peu d'exceptions ici. L'échéancier, donc quelques dates clés. Tel que j'ai mentionné vraiment au début de la session d'aujourd'hui, la lettre d'intention, c'est la première étape dans un processus qui est plus long. Donc, on commence avec une lettre d'intention, la date limite pour les présenter sur notre portail en ligne est le 20 juin à 5 heures, heure de l'Est. Si vous êtes au Colombie-Britannique, faites l'ajustement, c'est 2 heures de l'après-midi pour vous. Si vous êtes là en Atlantique, c'est 18 heures. Ça, c'est vraiment une première étape, puis le but est qu'on s'attend à recevoir beaucoup de demandes. Pré-COVID, généralement, on recevait 175, 180 demandes pour une quinzaine de subventions. Depuis la pandémie, malheureusement, le nombre de demandes qu'on reçoit est à la hausse, donc on reçoit souvent au-dessus de 200, même au-dessus de 300 demandes. Donc, le but, c'est d'avoir une demande qui est beaucoup plus courte pour faire perdre moins de temps aux organismes qui, malheureusement, ne seront pas choisis. Sauf que si votre organisme est choisi pour aller de l'avant, vous voyez quelques dates qui vont suivre. Donc, nous, on va faire le shortlisting, donc la sélection d'une quarantaine de lettres d'intention pour inviter ces organismes-là à présenter une demande complète. L'invitation suivra donc fin août pour des demandes qui seront dues le 3 octobre. Donc, vous n'aurez malheureusement pas de nouvelles de notre part avant fin août. Donc, profitez de votre été un peu. Nous autres, on va faire la lecture durant ces semaines-là. La demande complète qui est due le 3 octobre sera également disponible en ligne par invitation seulement. C'est à ce moment-là que le budget, les lettres de soutien et autres documentations supplémentaires seront requises. Ce n'est pas à l'étape de la lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est vraiment quelques questions au niveau contact, votre organisme, dans quelle communauté géographique vous vous situez, vous travaillez auprès de quelle population, vraiment des choix multiples. Et une seule question textuelle dont vous allez partager de 5 à 700 mots, je crois, 750 mots, pour décrire l'intervention ou le projet proposé. Qui êtes-vous? Donc, pourquoi êtes-vous les bonnes personnes pour livrer ce travail-là? Avec qui vous allez travailler, le comment. Donc, vraiment de façon très réduite, précis. Pas besoin des détails à ce moment-ci, donc on n'a pas besoin de voir un échéancier de quand est-ce que vous allez faire des ateliers ou la fréquence de votre programmation. À ce stade-ci, c'est vraiment le pourquoi ce projet-là maintenant. Si jamais vous voulez avoir plus de questions à vous guider dans le processus du développement de votre lettre d'intention, il y a un document instruction sur notre site web. Donc, quand vous allez sur le site de Subvention Rebâtir Lévis, à la droite se trouvent quelques hyperliens vers des documents, donc les lignes directrices, les instructions, la foire aux questions. Qu'est-ce qui est des instructions, vraiment, c'est la bonne place pour avoir quelques questions pour vous guider dans le développement. Une fois qu'on a reçu les demandes complètes le 3 octobre, le comité continuera son examen détaillé des demandes, donc entre le 3 octobre, évidemment, mi-novembre. Par la suite, leur recommandation des 15 projets à financer sera présentée au conseil d'administration qui fera la décision finale. Donc, on prévoit communiquer on dit ici fin janvier. J'espère être capable de le faire un peu plus tôt, mais on veut s'assurer que notre conseil a suffisamment de temps pour faire, pour discuter et approuver le tout. Dès qu'eux autres, ils l'approuvent techniquement, vous pouvez commencer à dépenser. Donc, dès que vous recevez un courriel de notre part pour dire félicitations,
vous pouvez commencer déjà à dépenser les sous octroyés, même si la date officielle indiquée ici, c'est le 1er mars pour le début des activités. Donc, tel que j'ai mentionné, vous voyez ici l'hyperlien pour notre site Web. Vous voyez les 3 documents qui existent, tels que mentionnés, à la droite de la page pour vous donner quelques informations supplémentaires au comment développer votre lettre d'intention, mais aussi quelques questions qu'on voit fréquemment niveau de quel type d'activités seront éligibles ou pas. Donc, avoir en plus de détails avant de communiquer avec nous directement. J'ai pas traduit le titre de ce diapo, donc je m'en excuse. Le but, c'est on va commencer à regarder un peu le comment procéder à faire votre demande en ligne. Donc, comment est-ce que notre plateforme fonctionne? Tous les bailleurs de fonds, on travaille avec des sites en ligne à cette heure pour les demandes. Ils ne travaillent pas tous de la même façon, donc je veux juste m'assurer que ça soit clair et accessible pour tout le monde. Donc, vous voyez ici sur le diapo, il y a 2 liens. Le premier lien, c'est pour vous inscrire ou pour débuter votre demande pour la première fois seulement. Par la suite, vous utilisez le deuxième lien pour continuer en tout temps votre demande que vous avez initiée. Si vous cliquez sur le premier lien plusieurs fois, vous allez commencer juste plusieurs nouvelles demandes. Ça ne vous ramènerait pas aux demandes que vous avez commencées. Donc, vraiment, c'est 2 liens. Une pour le premier lien pour commencer votre demande, deuxième lien pour retourner et continuer à travailler sur la demande que vous avez commencée. Donc, si vous avez déjà présenté une demande auprès de la Fondation auparavant, vous pouvez utiliser le même courriel et mot de passe que vous avez utilisé auparavant. Dans ce cas, certaines informations saisies précédemment seront pré-remplies dans votre nouvelle demande. Donc, vous allez voir le nom de votre organisme, par exemple, votre courriel. Donc, c'est juste à vérifier que ces informations soient toujours les bonnes, sinon de les mettre à jour. Après votre première connexion, vous recevrez un courriel automatique pour le confirmer. Vous pourrez alors vous connecter avec ce courriel pour continuer à tout moment. Vous pouvez revenir en tout temps, utiliser tel que mentionné le deuxième lien et les mêmes identifiants à chaque fois. Quand vous reconnectez, vous vous connectez une première fois, donc ça va vous amener ici, donc soit de créer votre courriel et votre mot de passe, si vous en avez déjà, de les entrer pour continuer. Donc, le portail Mon compte est l'endroit où toutes les demandes et prérequis en cours, nouvelles ou soumises de votre organisation sont accessibles. Donc, si vous utilisez toujours le même courriel, vous devriez être capable de voir les demandes qui ont été soumises auparavant, des rapports, etc. Ne peut être lié à un seul courriel, de sorte que seules les personnes disposant des identifiants de connexion peuvent y accéder. C'est pour ça que nous recommandons aux organisations d'avoir un seul identifiant. Donc, si vous êtes en train de commencer une demande et vous utilisez votre courriel personnel et, mettons, vous êtes nouvel employé, vous n'aurez pas accès à voir les autres demandes que votre organisme a soumises auparavant, ni que les autres étapes qui vont suivre seront reliées à ce compte-là. Ils vont être reliés à votre compte ou votre courriel uniquement. Donc, une fois que vous êtes inscrit pour la demande des subventions Rebâtir des vies, donc vous avez cliqué le premier lien qu'on a vu auparavant, vous serez invité à compléter le formulaire d'admissibilité. Donc, c'est à remplir qu'une fois. Toutes les fois que vous allez reconnecter, vous ne le verrez pas, c'est pour la première fois seulement.
Si vous répondez non à l'une de ces questions, vous recevriez un courriel indiquant que vous n'êtes pas admissible. Donc, ça veut dire que toutes les questions, la réponse devrait être oui pour être en mesure de continuer. Communiquez avec nous si vous avez des questions ou si vous avez fait une erreur et vous avez répondu non par accident, car nous serons peut-être en mesure de la corriger pour vous et ainsi de vous permettre de poursuivre le processus de demande. Les organismes demandeurs doivent être des organismes sans but lucratif incorporés et posséder un numéro d'organisme de bienfaisance valide de l'Agence du revenu du Canada ou être une bande de Premières Nations désignée donateur reconnu par l'Agence du revenu du Canada. Si votre organisme n'est pas un organisme de bienfaisance ou donateur reconnu, vous pouvez quand même faire une demande en partenariat avec un organisme qui détient un tel statut. Mais il va falloir que vous avez ce partenaire dès cette étape-ci parce que dans la demande, on demande pour leurs informations. Donc, le formulaire de demande contient des questions où vous devriez inclure les coordonnées de votre organisme et du leur. Donc, par exemple, vous avez commencé votre demande utilisant le premier lien. Vous êtes sorti, vous avez rempli le formulaire d'admissibilité, tout est beau, mais il faut que vous reveniez le lendemain pour continuer sur votre demande. Donc, lorsque vous revenez au travail sur votre application, vous pouvez cliquer sur le lien Mon compte, donc qui était le deuxième lien. Quand vous rentrez, ça va paraître toujours comme ceci. Donc, vous allez voir 2024-28, rebâtir des liens, des vies, lettres d'intention, avec quelques icônes à la droite qu'on va expliquer un peu. Mais donc, si vous voulez continuer sur votre demande, pas de problème, vous cliquez sur 2024-28, etc. Donc, le lien en bas à gauche. Si, par exemple, vous voulez partager les informations, une copie de la demande, etc., c'est aussi cette page-ci qui vous est utile. Donc, il y a je vais expliquer les boutons qui se trouvent à droite. Donc, le premier, ça a l'air d'une petite personne avec deux flèches, une torse avec deux flèches. Donc, ça, c'est pour transférer la demande à un nouveau propriétaire. Donc, si vous cliquez ceci, c'est parce que vous avez commencé la demande, mais votre directrice générale veut la soumettre à son nom. Donc, vous avez tout fait le travail de la préparer. Vous pouvez transférer le contrôle à cette personne-là en utilisant ce bouton-là. Tel que mentionné auparavant, c'est une propriétaire à la fois. Donc, si vous transférez en utilisant cette option-ci, vous aurez plus accès à rentrer et faire des changements. Donc, c'est vraiment à transférer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse travailler sur la demande. Si vous voulez qu'il vous retourne le contrôle par la suite, il va falloir que les autres suivent les étapes de cliquer sur ce bouton-là et indiquer à qui ils veulent transférer le contrôle. Le deuxième icône, ça a l'air d'un œil, à peu près. C'est pour gérer qui peuvent voir la demande. Donc, les personnes ne peuvent pas contribuer ou faire la rédaction dans la demande, mais ils peuvent voir qu'est-ce que vous travaillez dessus. Notre bouton, c'est poubelle, donc c'est pour supprimer. Vous avez commencé 2-3 demandes en erreur. Vous pouvez supprimer les copies qui ne sont pas valides. Et la dernière, une petite enveloppe avec une flèche. Donc, c'est pour envoyer une copie par courriel. Donc, si vous voulez voir votre demande ou vous voulez assurer d'avoir une copie hors ligne ou hors de notre plateforme, voici la façon qui le fait. Une fois que vous avez ouvert votre demande, vous remarquerez quelques onglets en haut de la page. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel onglet pour accéder à la partie de la demande sur laquelle vous souhaitez travailler à ce moment-là. Le premier onglet comprend des questions liées à votre organisation, telles que les coordonnées des personnes à contacter et les informations sur votre statut caricatif. Le deuxième onglet comprend des questions relatives à la demande. Il s'agit principalement de questions de sélection, c'est-à-dire choisissez une ou plusieurs des options suivantes, et de la zone de texte dans laquelle vous écrivez ou vous copieriez, coloriez votre lettre d'intention.
Le dernier onglet vous permet de réviser la demande et de la soumettre. Lisez les instructions relatives à la candidature et les autres documents fournis dont les liens figurent dans la demande ainsi que sur le site web. Donc, on les a vus auparavant. Ils existent sur notre site, mais vous allez voir des hyperliens directement dans le formulaire de demande ici aussi. Vous pouvez imprimer ou recevoir par courriel un brouillon de la demande à toute étape du processus. De même, de cliquer sur le bouton sauvegarder et finir plus tard au bas de toutes les pages. Donc, vous allez voir ici, dans mon exemple, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ma demande que j'ai essayé de soumettre. Donc, tel que mentionné, sous l'onglet « Réviser ma demande », si vous voyez comme moi, comme qui apparaît sur mon écran, veuillez corriger les problèmes indiqués ci-dessous. Si vous voyez des problèmes, c'est parce que soit il y a une question qui n'a pas été complétée, qui a été remplie avec des informations incomplètes, etc. Donc, il va falloir que vous corrigez ces erreurs avant que le système va vous permettre à soumettre la demande. Si vous ne faites pas, ça va juste rester dans notre système, mais nous, on ne recevra pas une copie de votre demande complète et donc, il ne sera pas considéré. Donc, quelques trucs et astuces pour vous démarquer d'une façon positive auprès de notre comité de subvention. Surtout pour celles que c'est une première fois que vous soumettez une demande de subvention, peut-être auprès de notre fondation ou vous êtes un nouvel organisme qui n'ont pas d'expérience ou beaucoup dans ce domaine. Donc, le personnel a passé beaucoup de temps à rédiger les directives, les instructions et la foire aux questions. Révisez-les. C'est une première chose. Je reçois souvent des questions qui ont déjà été répondues dans une ou plusieurs des documents en question. Donc, au lieu de m'envoyer une question qui a déjà été répondue, lire ces documents-là avant. Bien que vous ayez été subventionné ou travaillé avec la Fondation auparavant, n'assume pas ou présumez pas que nous connaissons votre travail. Le comité de bénévoles examinera les lettres d'intention et celles-ci risquent de ne pas être aussi familiers avec votre travail. Surtout que notre comité de bénévoles provient d'un peu partout au Canada. Se peut qu'il connaisse du tout votre organisme parce qu'il existe et il vit simplement pas du tout dans la même région ou autre. Donc, soyez explicite en précisant les points suivants. La philosophie de l'organisme et l'expérience antérieure liée à la communauté proposée et à la réalisation de programmes visant à soutenir les survivantes. Votre capacité à réaliser ce travail en nous parlant de votre équipe, vos partenaires, vos relations aussi de la communauté ou autres. Les mesures d'accompagnement mises en place pour garantir que les participantes soient en mesure d'accéder pleinement au programme. Et bien identifier les besoins. Donc, pour répondre à la nécessité de ce projet, il ne suffit pas de rechercher des statistiques locales sur la démographie, par exemple. Dites-nous, avez-vous vos propres évaluations ou enquêtes internes qui démontrent la nécessité de l'intervention proposée? Ce service existe-t-il dans la communauté? Vos membres ou vos partenaires ont-ils fait part de la nécessité de cette collaboration, recherche, formation, action, autres? Au sujet des activités, comment votre projet va-t-il répondre à ces besoins? Donc, tel que mentionné, pour qu'est-ce qui est de la lettre d'intention, on ne s'attend pas à voir une liste détaillée avec les dates et toutes les informations des activités. Mais dites-nous, les activités que vous prévoyez, comment ils vont répondre aux besoins que vous avez identifiés. Et même chose pour les résultats. Parlez-nous un peu des effets permanents, aux impacts qui perdureront au-delà de la subvention. Donc, si, par exemple, vous prévoyez déposer une demande pour un programme, rebâtir des vies, donc
des services auprès des survivantes. Parlez-nous de comment l'impact de vos services ou votre programme sur leur vie. Donc, vous prévoyez rebâtir leur vie de quelle façon et sur quelle échelle. Si, par exemple, vous prévoyez déposer une demande de projet collaboratif, parlez de l'impact, par exemple, sur le secteur. Donc, si vous prévoyez faire de la formation avec d'autres organismes qui ont peut-être moins d'expérience à travailler auprès des travailleuses de sexe et vous voulez faire de la formation avec des organismes dans le secteur de justice criminelle, santé, autres, mais parlez-nous de l'effet à long terme de votre formation auprès de ces organismes-là, par exemple. En continuant sur le même sujet, la Fondation a adopté un nouveau plan stratégique, mais vous pouvez également en savoir plus sur notre histoire en tant que bailleur de fonds sur notre site Web. Donc, c'est de savoir c'est quoi nos priorités à nous. On en décrit quelques-uns dans les lignes directrices, mais c'est peut-être une bonne idée de regarder un peu comment les organismes que la Fondation a financés auparavant, les types d'interventions qu'on a financées, c'est quoi nos priorités stratégiques qu'on vient de partager sur notre site Web. Ça va vous dire un peu sur nos priorités et de trouver où il y a un alignement entre vos activités et notre mission à nous. Pour cet appel à proposition, la priorité est de s'attaquer à la violence fondée sur le genre. Veillez à examiner votre lettre d'intention avant de soumettre et afin de vérifier si le comité comprend bien que vous proposez une initiative qui soutient les survivantes ou qui fait avancer la capacité du secteur à faire face à ces enjeux. Remarquez que la Fondation procède à une évaluation de son programme de financement. Les activités sont conçues en collaboration avec les bénéficiaires. La volonté de participer à ces activités d'évaluation nationale dirigées par la Fondation est flexible, mais elle est nécessaire. En outre, les bénéficiaires sont censés de participer à une communauté de pratique. Vous allez voir des questions à ce sujet-là. Donc, on demande que vous confirmez votre intérêt à participer à ces activités et de nous partager toute inquiétude ou question dans la question pertinente. Mais si vous avez des doutes ou vous voulez bien savoir si vous êtes sur la bonne voie, envoyez-nous un courriel. Quelque chose à ne pas faire. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ça n'a pas besoin d'être expliqué, mais malheureusement, c'est des expériences que nous avons vécues dans nos demandes ou nos processus auparavant, donc je tiens quand même à répéter. Donc, indiquez clairement comment votre travail aborde la violence fondée sur le genre et que vous avez de l'expérience dans ce domaine, soit votre personnel, votre équipe, l'organisme, vos partenaires, tel que mentionné plus tôt. Les propositions qui ne démontrent pas ce lien ne seront pas prises en considération. Nous vous invitons aussi à réutiliser des demandes ou des informations existantes pour rédiger votre lettre d'intention. Vu le format, ça le permet quand même assez facilement, mais veuillez toutefois assurer que le texte soit mis à jour en fonction des besoins de cette demande. Donc, vous pouvez recycler des informations sur un programme ou un projet, par exemple, qui existe dans votre rapport annuel, mais assurez aussi que le langage reflète que vous faites une demande pour une subvention auprès de nous. Notre système en ligne ne vous permettra pas de soumettre des demandes dont les réponses requises sont incomplètes ou de les soumettre après la date limite. Donc, je les souligne ici sur le diapo, mais le système ne le permettrait pas de toute façon. Donc, assurez que vous avez bien répondu à toutes les questions qui sont indiquées comme nécessaires et de les soumettre avant 5 heures, heure de l'Est, le mardi 20 juin, parce que par la suite, ça sera trop tard. Le système, par défaut, n'acceptera pas la demande. Et voici, évidemment, juste pour expliquer 2 lignes, la Fondation canadienne des femmes est une fondation publique.
Donc, nous, on ramasse tous les fonds qu'on fournit par la suite en forme de subvention. Voici les contributeurs qui permettent à la Fondation d'octroyer ces subventions-là. Et en dernier, mon contact. Donc, vous voyez ici le courriel, le numéro de téléphone. Pour qu'est-ce qui est de mes disponibilités, je vais simplement confirmer, je prends des rendez-vous généralement pour assurer de maximiser le nombre de gens avec lesquels que je peux parler. Donc, j'ai un calendrier où vous pouvez choisir votre rendez-vous de 30 minutes. On peut parler de votre demande. Je peux fournir des renseignements, des conseils sur des questions à aborder ou toucher dans votre demande, mais je vais aussi regarder votre brouillon avec vous. Donc, si c'est de quoi qui vous intéresse, il faut que vous m'envoyiez un courriel pour demander accès à mon calendrier. Je vais vous envoyer un lien, puis par la suite, on peut en jaser un peu. Je prends des rendez-vous jusqu'à la semaine avant, donc le vendredi qui donne le 16 juin. Le 19 puis le 20, je laisse ma ligne ouverte simplement pour les demandes ou les questions de dernière minute, surtout des problèmes techniques qui arrivent pour tout le monde à la dernière minute. Donc, je prends des rendez-vous jusqu'au 16 juin. Donc, il va falloir que vous m'envoyiez votre demande avant. Donc, je vois qu'il y a quelques questions. Ça, c'est la fin de ma présentation. Donc, merci de votre patience pendant que je parlais pour 45 minutes. J'ai quelques questions qui existent dans la boîte à questions. Si vous voulez en rajouter, voici le temps parce que je vais les prendre en ordre puis je vais répondre. Donc, bonjour. Juste pour confirmer, si l'organisme est accepté en octobre, les dépenses peuvent débuter en octobre de manière proactive au projet débutant officiellement en mars 2024? Non. Ils pourront commencer à partir de la date où notre conseil d'administration à la Fondation a dit oui à les financer. Donc, quand on va communiquer au mois de janvier. Donc, dans l'échéancier, c'est marqué fin janvier. J'espère contacter les gens plus tôt. Donc, début ou mi-janvier, je pense que c'est plus réaliste de notre côté. On a mis fin janvier juste pour être safe. Mais à partir que vous recevez un courriel au mois de janvier qui dit « Vous êtes approuvé, vous pouvez commencer à dépenser de l'argent » ou de façon rétroactive de les inclure dans votre rapport de fin d'année. Donc, on va en parler un peu plus pour ceux et celles que les demandes ont été acceptées. Mais ça va être à partir du mois de janvier et non octobre. Question suivante. Est-ce qu'il y a un nombre de subventions qui seront attribuées aux organismes francophones? Non, mais je vais dire, on prévoit octroyer 15 subventions d'ordre national. Donc, généralement, on regarde par région, donc l'Atlantique, Québec, Ontario, les Prairies, Colombie-Britannique et le Nord. Et on a un certain nombre par région qui seront octroyés. Les communautés francophones sont parmi les populations prioritaires de la Fondation. Mais ça va, je ne peux pas dire qu'il y a un quota pour le nombre d'organismes francophones, plutôt par région, et par la suite, on priorise certaines communautés ou populations là-dedans. Je dirais que généralement, en regardant la cohorte actuelle, on a 2 organismes francophones plus un projet collaboratif qui travaille à l'échelle nationale avec un autre organisme qui est aussi à l'échelle nationale et qui ont une représentation francophone avec des bureaux au Québec, mais ce n'est pas nécessairement un organisme purement franco. Bon. La prochaine question, c'est que la personne n'est pas arrivée à temps, donc je vais juste reconfirmer. Cette présentation a été enregistrée et sera partagée sur notre site web demain
Donc, je ne peux pas dire l'heure exacte. Je le partage avec notre département de communication cet après-midi afin d'assurer qu'il soit mis sur notre site. Donc, il sera disponible demain. Vous ne financez pas les organismes gouvernementaux, mais est-ce que le partenaire avec qui on présente la demande peut être un gouvernement puisque ce n'est pas lui qui recevra la subvention? La réponse, c'est oui. Surtout pour qu'est-ce qui est des projets collaboratifs, mais ça se peut aussi que ce soit pour des programmes qui vont fournir des services directs auprès des survivantes. Si vous prévoyez faire un projet collaboratif, soit le développement de politiques publiques et par la suite la défense d'intérêts, on s'attend que le partenaire direct, indirect soit un gouvernement. Ça se peut que vous faites aussi de la recherche ou des activités de formation auprès des employés d'un département gouvernemental ou un service gouvernemental, exemple santé, santé mentale, d'autres organismes qui viennent en aide aux survivantes ou qui travaillent directement avec les survivantes, mais qui ont peut-être besoin d'un peu de formation pour mieux répondre à ces besoins-là. Donc, la réponse est oui, mais on ne financera pas un gouvernement en tant que prestataire du programme direct. Est-ce que la liste des organismes retenus sera disponible? Oui. Donc, tous les projets financés sont disponibles sur notre site Web. Vu qu'ils seront, donc les communications sortiront au mois de janvier pour des projets qui, en principe, commencent à partir du 1er mars. Je dirais que généralement, le nom, la liste des noms et les abstraits des projets financés, c'est peut-être mi-mars 2024. Entre-temps, vous allez simplement recevoir un oui, vous continuez dans le processus ou non, malheureusement, votre demande n'a pas été retenue. Et je vais juste confirmer que j'ai une dernière question. Donc, si vous avez encore des questions, de les rajouter maintenant parce que sinon, ça sera la dernière. Juste pour être sûr, c'est bien 45 000 $ pour 4 ans et non 45 chaque année. Non, c'est l'inverse. C'est 45 000 $ par année fois 4 ans pour un total maximal de 180 000 par projet, excusez. Donc, 45 000 $ par année fois 4 ans pour un maximum de 180 000 par projet, programme, initiative. Donc, je n'ai plus de questions dans la boîte à questions. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à cette présentation et de partager vos questions. Veuillez, s'il vous plaît, je vais réitérer, voir les documents disponibles sur notre site Web. Ça confirme toutes les informations vraiment nécessaires. Ça partage plus de détails que ce que j'ai partagé lors de cette session. Ça répond à quelques questions que j'ai reçues ici et ça va clarifier quelques points tels que le budget, c'est bien 45 par année. Donc, c'est des questions qui ont déjà été répondues dans ces documents-là. Donc, veuillez les lire, de passer une demi-heure, une heure à les revoir en détail, s'il vous plaît. Et par la suite, si vous avez des questions, vous voulez parler de votre demande ou le projet que vous voulez proposer, de communiquer avec moi, de préférence, honnêtement, par courriel, parce que je peux par la suite vous envoyer tout de suite le lien à mon calendrier et on peut en parler, et on peut fixer un temps de 30 minutes où on peut parler de votre projet et vous pouvez préparer un brouillon en avance qu'on peut discuter lors de cette réunion. Donc, merci, bonne chance et n'hésitez pas à me contacter d'ici le 20 juin. Bonne chance à toutes et à tous et à bientôt.